Avant d'arriver avec l'idée de la personnalisation, personne n'avait cette idée-là. On s'est dit, personnalisation, si on dit aux gens, mais ça ne va pas marcher. Donc, nous allons faire quelque chose qui est différent. Et c'était le premier motto de la marque Yoma, la cosmétique par la preuve. Et on disait, quelle autre marque vous donnerait des outils technologiques pour prouver les bienfaits de ces produits sur vous? Personne n'en parlait et en fait ça prouve aussi, c'est quelque chose qu'on a appris après en fait. Au début on se disait mais pourquoi en fait? C'est évident le truc, on en a fait des tests, on arrivait à montrer que par exemple avec le grand acteur américain qu'à chaque fois qu'il y avait un diagnostic, le nombre de produits vendus, la conversion est plus élevée, tout était plus élevé. Donc économiquement parlant on ne comprenait même pas. Je pense en fait que les grands groupes ont du mal à innover. On s'est déroulé. L'histoire d'ailleurs prouve que l'innovation dans les grands groupes est toujours limitée. Elle est limitée à ce qu'on fait d'habitude. Ça veut dire que si on prend n'importe quel groupe cosmétique aujourd'hui de grande taille, ils savent faire un produit encore mieux que celui d'avant. Un ingrédient, ils peuvent chercher un ingrédient qui est un peu plus ésotérique, plus je ne sais quoi. Mais changer de concept, globalement, il y a tout de suite plein de gens qui commencent à dire non, non, mais attention, machin, etc. À l'époque, je me rappelle, moi je disais, vous vous rendez compte, cet appareil, vous faites un diagnostic de peau, on recommande le soin, on garde les données, les gens vont utiliser les produits quand ils revenaient, on peut leur prouver par A plus B que le produit leur a apporté du bien. Je l'ai appelé à l'époque la cosmétique par la preuve. Et moi qui croyais que c'était une idée ingénieuse, pour eux c'était la terreur. Ils disaient mais attends, nous on fait de la cosmétique, on ne fait pas de la médecine. Donc en cosmétique il y a plein d'hyperboles. Et si le client revient et il n'y a pas de bienfait, il arrête d'acheter. Donc c'est une catastrophe. Et du coup, d'ailleurs, à partir de ça, ils étaient très très inquiets, les acteurs. Et ils ont fait beaucoup de choses avec moi en essayant de me séduire, de me faire peur sur les brevets, beaucoup de choses. Parce qu'ils étaient terrorisés que moi, je coupe un deal, par exemple, avec un retailer. Imaginons que je vais voir, je ne sais pas, un Carrefour, et je lui dis, voilà, avec cet appareil-là, vous le mettez en tête de gondole des marques de beauté. Il y a quelqu'un qui arrive, vous lui faites un diagnostic et vous recommandez la marque qui lui va le mieux. Parce que pour les marques, ils se disaient, mais du coup, ce retailer va avoir une pression sur nous et il va nous dire, c'est simple, si vous ne me donnez pas ce prix, bah ok, l'appareil ne vous recommande pas. Ou l'appareil va vous recommander 1 sur 10, etc. Et celui qui paye plus sera plus recommandé. En fait, tout ce monde réfléchissait hors science. Or, ce que moi, j'essaye de faire, moi, je ne sais pas mentir sur mes clients. Moi, je suis un très, très, très bon vendeur. Mais il faut que je sois convaincu que je fais du bien, en fait. Si je suis en train de mentir sur les gens, c'est impossible. Mais eux, ils pensaient que, bah, pourquoi pas, moi, je coupe un deal avec un retailer, je tire quelques millions, et voilà. Et eux, ils sont vraiment en souci. C'est pour ça qu'ils étaient restés très proche de moi. Ils voulaient vraiment voir où est-ce que j'y allais. On m'écrivait des lettres en me disant on aimerait bien discuter de l'exclusivité, on aimerait acheter 500 appareils. On n'arrivait jamais à conclure un deal en fait. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit bon, ils ne comprennent pas, je vais le faire moi-même. Mais du coup, je voulais vraiment faire quelque chose de bien. Et avant d'arriver avec l'idée de la personnalisation, personne n'avait cette idée-là. On s'est dit, personnalisation, si on dit aux gens, mais ça ne va pas marcher. Donc, nous allons faire quelque chose qui est différent. Et c'était le premier motto de la marque Yoma, la cosmétique par la preuve. Et on disait, quelle autre marque vous donnerait des outils technologiques pour prouver les bienfaits
de ces produits sur vous. Moi, je disais toujours aux gens, on peut vous avoir une fois, alors que les autres marques peuvent vous avoir plusieurs fois. Nous, on va vous faire un diagnostic, donc le diagnostic est gratuit. Donc déjà, vous apprenez sur votre peau. À la limite, même supposons qu'on vous roule avec la première, on vous a donné un diagnostic gratuit, donc vous n'avez pas trop perdu d'argent. Mais nous, ce n'est pas notre intention, parce que vous faites votre diagnostic, vous avez votre produit, vous allez l'utiliser, vous revenez, on a gardé les données, on refait un diagnostic et on vous montre avant, après. Et je commence le marketing de cette manière-là. Et à l'époque, Vera m'avait ramené autour de moi beaucoup de gens que j'ai rencontrés et j'ai pris autour de moi beaucoup de conseillers. Moi, je suis quelqu'un qui parfois est prêt à payer pour accélérer. Ça veut dire que je me suis dit, à la place de faire tes bêtises toi-même, évite les bêtises en apprenant les bêtises des autres. Et donc, je me suis entouré de beaucoup de gens. Parmi ces gens-là, je me rappelle beaucoup de Jacques Barcelon que Vera m'avait fait rencontrer. Et Jacques était un des DG de Lancôme, puis après est devenu, je pense, chez Clarins. Et Jacques avait envie de... Il me disait, nous devons être le cheval blanc des instituts de beauté. Nous devons, avec cet appareil-là, réacheminer le trafic vers ces instituts de beauté. Et on a monté une équipe de vente pour les instituts de beauté. Donc, on ne vendait que pour les instituts de beauté. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on choisit le premier salon, qui est les nouvelles esthétiques, où on prend un énorme stand, 100 mètres carrés. D'ailleurs, là-bas, on gagne le premier prix de l'innovation avec Yoma, qui était le prix Pierre-Anthony. Et pourquoi ce salon? Mais parce que ce salon est dédié aux instituts de beauté qui commençaient à venir nous voir. Sauf que dans ce salon, il y a quelqu'un qui vient me voir, qui à l'époque avait plus qu'un institut de beauté, parce que ces instituts de beauté étaient dans des parfumeries, Philippe Georges, qui est le PDG de Beauty Success. Philippe, il passe sur le stand, il teste l'appareil, on lui fait un diagnostic, puis selon le diagnostic, on lui fait un soin. Parce qu'on avait défini, vu qu'on allait chez les instituts, on s'est dit, il nous faut la marque, il nous faut les appareils et il nous faut des soins pour les instituts. Donc il teste le soin, il aime bien tout et il me dit, écoute, je suis tenté d'essayer. Moi, j'ai des parfumeries et dans ces parfumeries, j'ai des instituts de beauté. Et donc, on équipera 4 instituts de beauté, on fait un test qualitatif et quantitatif et si ça fonctionne, on déploie une vingtaine. Moi, j'ai dit, c'est parfait. On commence comme ça. En parallèle, on en a déjà vendu pour 20-25 instituts. Sauf qu'on est rentré dans un problème, c'est que les instituts de beauté en France, c'est à peu près 20 000 instituts de beauté, mais beaucoup, 90% d'eux, sont monosalariales, font un chiffre d'affaires moyen annuel de l'ordre de 70 000 euros, donc sont ric-rac en trésorerie et passent leur temps à couler. Donc on vendait, et sur ceux qu'on a acquis comme clients, on avait plein de gens qui n'arrivaient pas à payer, déposer le bilan, et on avait beaucoup de difficultés à percer ce business. Et du coup, on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on s'adresse plus à la parfumerie. Et le test avec Beauty Success était très très réussi. Du coup, Beauty Success nous dit, nous équipons le 29, et là tout de suite, ils disent, nous voulons y aller à la totalité du réseau intégré à l'époque, qui était autour de 80 appareils. 80 points. Alors évidemment, nous mettons l'appareil à disposition, l'appareil restait à nous, et Beauty Success, nos points de vente, nous achetaient les produits Yoma. Et c'était ça le business. On vendait les produits et on investissait dans l'appareil. Et vu qu'à l'époque, on n'était pas très mauvais, on était même très malin, puisqu'on a créé le premier cloud. Yoma a fait beaucoup de choses. Le premier cloud. Il n'y avait même pas de cloud. Aujourd'hui, tout le monde pensait au cloud. Nous, on s'est dit, mais on va déployer plein d'appareils. Comment on va faire pour les maintenir? Il faut que ça nous coûte pas grand-chose. Et puis, il y a toutes ces données, qu'est-ce qu'on fera avec? Donc, on s'est dit, on va connecter tous ces appareils à un cloud qu'on a structuré. Et du coup, on était capable de prendre le contrôle sur l'appareil à distance, voir s'il a un problème, réparer, voir combien sortir des données statistiques, est-ce qu'il est allumé, est-ce qu'il fait des diagnostics, et combien de diagnostics par jour, etc., etc.
Et en plus, les résultats des diagnostics des gens ont remonté ces résultats de diagnostic. Et c'est comme ça qu'on a créé ce qu'on appelait à l'époque l'Atlas de la peau, qui est un ensemble de tonnes de données, de mesures, qui étaient à l'époque anonymisées pour ne pas avoir des problèmes avec la clientèle, etc., de notions de RGPD et tout. Mais tout ça, c'était très, très innovant. Personne ne l'avait. Hein. Là, on est en 2009. Le succès de la phase chez Beauty Success, la phase 2, donc le passage de 29 à 80, là pose un problème. Puisque Memscap n'est pas structuré pour faire des crèmes. On était sortis, nous, des difficultés de Memscap, mais sauf qu'il y a de nouveaux difficultés qui étaient arrivées, parce que 2007, on était revenu dans le vert chez Memscap, sauf que la crise économique arrive en 2009, donc il nous a replongé. Et tout ça, c'était un peu des choses en plus difficiles pour Memscap et tout. Et puis déployer 80, ça veut dire qu'il faut embaucher des commerciaux, des animateurs, des choses, etc. Et on s'était dit, si on veut faire quelque chose là, il va falloir sortir le business